Parmi les très belles redécouvertes de l'exposition, il y a l'ensemble qui ornait le jubé de l'abbaye Sainte-Geneviève à Paris. Alors cette abbaye est un peu oubliée aujourd'hui, même s'il en subsiste une partie très importante qui forme le lycée Henri IV. Elle est un peu oubliée parce que l'église elle-même a disparu. En fait, cette église était accolée à une autre église qui, elle, existe toujours, qui est l'église Saint-Étienne-du-Mont, et elle se trouvait donc à l'emplacement d'une rue, l'actuelle rue Clovis à Paris. L'église a été démolie un petit peu après la Révolution, et le jubé lui-même a été démonté, et là encore, les vestiges ont été recueillis par Alexandre Lenoir au Musée des Monuments Français. L'ensemble des reliefs de Sainte-Geneviève vient de faire l'objet d'une restauration par le musée du Louvre, une restauration qui permet de regarder à nouveau ces pièces avec un œil neuf et en particulier du point de vue de la polychromie, puisqu'il y a un rapport très particulier à la couleur dans les scènes de Sainte-Geneviève. Nous sommes face à une polychromie partielle, donc on renonce à une polychromie très riche comme on a pu le voir dans une autre œuvre de l'exposition, au profit d'éléments ponctuels. Alors, il y a la dorure. La dorure reste très importante dans cette sculpture des années 1540. Il faut dire que c'est peut-être pas seulement une couleur, mais c'est aussi une lumière, enfin une manière de mettre en valeur la sculpture. Et vous voyez ici qu'il y a donc toute une série d'éléments, donc les bordures des vêtements en particulier, qui étaient rehaussés de dorure. Il y a ensuite les carnations, donc les chairs, qui sont traités au naturel, donc avec des couleurs rosées et avec un rendu illusionniste, les lèvres sont plus rouges, etc. Et ensuite, il y a des parties qui restent entièrement blanches, le reste du vêtement, et puis le fond sur lequel on a, à la dorure également, pratiqué un jeu d'enroulements végétaux tout à fait exceptionnel. Donc la sculpture est de très belle qualité, elle a été jusqu'à présent un peu mal jugée. Malheureusement, on n'a pas réussi à identifier qui était le sculpteur qui a travaillé donc sur cette Vierge de Pitié, mais aussi sur les 6 autres scènes qui devaient orner le jubé et qui sont consacrées au thème de la Passion du Christ. Donc on suit le Christ depuis le dernier repas, la scène, jusqu'à son ascension, et puis on voit même le dernier épisode qui est celui de la Pentecôte où donc l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Alors le cycle est très difficile à comprendre parce que donc la Vierge de Pitié ici qui était au centre venait se placer à un emplacement qui n'est pas le bon par rapport à la narration, donc il faut imaginer que la narration venait s'interrompre, et également le cycle ne comprend pas le morceau principal qui est la crucifixion. Mais l'explication de cette absence est très simple, c'est que la crucifixion devait figurer au-dessus du jubé, c'est-à-dire que le jubé supportait une statue monumentale où on voyait la Vierge, Saint Jean et probablement donc le Christ crucifié. Alors cette scène principale montre donc ce qu'on appelle une Vierge de pitié, c'est-à-dire une Vierge qui est en train de soutenir et de pleurer le corps de son fils mort, et cette Vierge est entourée d'un côté par un ange et de l'autre par un abbé, qui est l'abbé Philippe le Bel, l'abbé qui a commandé le décor de Sainte-Geneviève, et on l'identifie très très bien, non seulement parce qu'il a la tenue de l'abbé, la mitre, la crosse, mais aussi parce qu'il a fait figurer ses armes au premier plan. Alors, l'abbé Le Bel montre bien l'importance de ces grands prélats, de ces grands religieux dans ces commandes religieuses. Elle montre également à quel point ils se sont investis de manière importante dans ces commandes, des commandes qu'ils utilisent non seulement pour véhiculer un message sur la foi, mais aussi pour immortaliser leurs propres souvenirs. Et ici, vous voyez qu'ils devaient figurer vraiment à une place de choix, puisque une des hypothèses que nous avons faites est que ce relief était au centre du jubé. Donc le portrait du commanditaire est au centre de l'œuvre. Et l'abbé Le Bel a commandé également de nombreuses autres œuvres pour donc l'église. Il y avait un ensemble de tapisseries dont les cartons ont été confiés à Jean Cousin, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à propos d'une autre œuvre de l'exposition. Et il y avait également donc tout un ensemble de vitraux où à chaque fois il se fait représenter. Donc salut éternel, mais aussi gloire mondaine sont présentes à l'intérieur de ces œuvres.
L'abbé Lebel est un personnage très important du point de vue spirituel, mais aussi d'un point de vue d'histoire de l'art, puisqu'il a commandé des œuvres très nombreuses. Malheureusement, seules les sculptures que vous voyez ici subsistent. Les tapisseries qu'il avait commandées ont disparu, on n'en connaît plus que quelques relevés du XVIIe siècle, et pour les vitraux, il n'y a que des mentions dans des textes anciens. Mais c'est donc un commanditaire très important, et ça souligne le fait qu'à la Renaissance, l'œuvre d'art n'est pas seulement, et peut-être pas principalement, le fait de l'artiste. L'œuvre d'art a une mission, elle a un but, elle est commandée avec un objectif précis, et donc la question du commanditaire est au moins aussi importante que celle de l'artiste. Cet abbé Lebel est évidemment à la tête de la plus importante abbaye de Paris, puisqu'il faut rappeler que Sainte-Geneviève est la patronne qui protège la ville, et que sous l'Ancien Régime, donc l'abbaye abritait les reliques de la sainte qui étaient portées en procession dès qu'il y avait une difficulté à l'intérieur de la capitale. D'autre part, donc cette position de Sainte-Geneviève donnait à l'abbaye une importance très grande, et il est très clair que l'abbé Lebel connaissait beaucoup d'autres grands prélats. Et en particulier, il avait incontestablement des liens avec François de Brillac, qui était l'abbé de Saint-Père à Chartres. Et donc on peut se demander si la commande des deux jubés n'a pas des liens, puisque en tout cas les deux prélats ont commandé quasiment au même moment chacun un jubé avec un thème différent. François de Brillac lui-même était parent avec l'évêque d'Orléans. Donc on voit que là il y a des réseaux familiaux, il y a des réseaux d'entraide, il y a des réseaux d'intérêts communs entre ces prélats qui facilitent la diffusion de ces œuvres d'une ville à l'autre, et que ce n'est pas seulement les artistes qui se déplacent, mais peut-être aussi les commanditaires qui échangent des idées.